Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez désormais, la France préside depuis le 1er janvier dernier et jusqu'au 30 juin le Conseil de l'Union européenne. Cela veut dire que c'est elle qui planifie les réunions de travail, elle qui élabore les compromis et elle qui préside les sessions du Conseil. Tout au long de ces 6 mois, tous les ministères, et donc aussi ceux de la transition écologique, de la mer et de la cohésion des territoires, sont impliqués dans les discussions européennes. Dans chaque épisode de notre podcast, nous explorons une des thématiques abordées au niveau européen et sur laquelle les agents du pôle ministériel sont engagés. C'est d'ailleurs eux qui viennent nous présenter les enjeux et les impacts des discussions en cours. L'Europe, la transition et moi. Aujourd'hui, nous allons explorer les océans et plus particulièrement les océans profonds. Notre invité du jour est le chercheur Pierre-Marie Saradin. Bonjour. Il est responsable de l'unité de recherche BIP, Biologie et écologie des écosystèmes marins profonds, à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. L'IFREMER est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministères de la transition écologique, de la mer et de la cohésion des territoires, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mieux connaître et préserver nos océans. Moby Dick, abysse 20 000 lieues sous les mers. L'océan et ses profondeurs sont une source de fascination inépuisable pour les écrivains. Il faut dire que l'on connaît assez peu ce vaste monde sous-marin. Déjà parce qu'il est effectivement très vaste, l'océan occupe 70% de la surface de la Terre, mais aussi parce que son exploration nécessite d'importants moyens technologiques. Les submersibles habités ont été développés à partir des années 70-80 pour les submersibles scientifiques. Et donc c'est seulement à partir de ces années qu'on a réussi à les voir. La cartographie également va dépendre de technologies de surface, par exemple des sondeurs multifaisceaux qui vont être utilisés sur les navires. Et seulement 10 à 20% du fond des océans ont été cartographiés jusqu'à maintenant. Et quand on va un tout petit peu plus loin dans la connaissance de ces environnements, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de zones qui ont été vues par des humains directement avec des submersibles habités ou alors indirectement via des caméras. Aujourd'hui encore, on connaît donc assez peu les profondeurs marines. Mais les nouvelles technologies permettent tout de même de dresser une première image de ces fonds profonds. Alors à quoi ressemble-t-il ? Et en fait, ça veut dire quoi, fond profond ? Alors nous, on met une limite qui va se situer entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Et cette limite, elle est toute simple, c'est la pénétration de la lumière dans l'océan. Donc tant que vous avez de la lumière, vous allez pouvoir avoir de la photosynthèse. Et au-delà de 200 ou de 1000 mètres, vous n'avez plus de lumière, donc vous n'avez plus de photosynthèse. Donc ça a un impact très très important sur les écosystèmes qu'on va trouver sur le fond des océans. Donc on peut imaginer 80% qui vont être de la plaine abyssale, donc des grands fonds avec du sable ou de la vase. Et ensuite, dans les années 70, donc en 76-77, on a découvert les zones hydrothermales. Et on s'est aperçu à la découverte de ces zones hydrothermales qu'un écosystème complètement exubérant était associé directement à ces sources d'eau chaude. Des kilomètres de plaines vaseuses, des sources d'eau chaude et des milliers de petits organismes qui vivotent dans ce milieu hostile. Voilà donc un premier aperçu de ces fonds profonds. Mais pourquoi est-il intéressant d'aller les explorer ? La première question qu'on se pose, c'est vraiment une question d'ordre fondamental, mais comment fonctionne l'océan ? Et ce fonctionnement, il peut être géologique, géophysique, physique avec la circulation des courants, mais également quels sont les écosystèmes qu'on va trouver, quels sont les organismes qui vivent ici, comment ils vivent, comment ils sont adaptés à des conditions extrêmes, résister à des températures fortes sur ces sources hydrothermales, résister à des pressions très très importantes. Et ensuite, la troisième étape de l'exploration, on va dire, une fois qu'on a compris qui vivait là, une fois qu'on a compris comment ces organismes vivent ici, comment ils se développent, comment ils vont se reproduire, comment ils vont se disperser dans l'océan. La troisième question, c'est y a-t-il des ressources qui peuvent être intéressantes ? Y a-t-il des processus qui peuvent nous renseigner également sur des adaptations qui peuvent nous intéresser ? Par exemple, la vie dans des zones avec très peu d'oxygène, la vie sous pression, comment supporter des hautes températures, etc., etc. Il y a donc effectivement des organismes au fond des océans qui pourraient inspirer la recherche dans le domaine médical par exemple. Mais il y a aussi et surtout
d'autres ressources dans les profondeurs qui suscitent énormément d'intérêt. On va parler de 3 types de ressources, des ressources biologiques, des ressources minérales et des ressources énergétiques. Donc, quand on parle des ressources biologiques, par exemple, on a dans les écosystèmes profonds des micro-organismes qui sont capables de produire des molécules organiques qui pourraient remplacer, par exemple, du plastique, qui pourraient être utilisées dans le monde médical, qui peuvent avoir des activités antivirales ou antibactériennes. Pour ce qui est des ressources minérales, ce sont plutôt des ressources qui vont nous donner accès à des métaux, soit des métaux très rares, soit des métaux qu'on va appeler géostratégiques, dont les ressources appartiennent à un seul ou à 2 ou 3 pays dans le monde, ou alors des ressources qui sont très très importantes dans la lutte contre le changement climatique, par exemple pour le développement de tout ce qui est électrification, donc le lithium par exemple. Et enfin, si on parle des ressources énergétiques, donc la plus connue est le pétrole, mais on s'aperçoit maintenant que c'est une ressource qui arrive à son terme. Et ensuite, on a découvert d'autres sources d'énergie, comme par exemple les émissions de méthane, l'hydrogène ou d'autres ressources de ce type-là. Ces ressources minérales et énergétiques sont de plus en plus convoitées par les industriels. Alors pour réguler leur exploitation, la France a décidé d'organiser en février dernier, dans le cadre de la PFUE, le One Ocean Summit, premier sommet mondial consacré à la préservation des océans qui s'est tenu à Brest. Lors de ce sommet, la communauté internationale s'est engagée à mettre l'océan au cœur de son agenda politique et l'Union européenne est même allée un peu plus loin en annonçant la mise en place d'ici à 2024 d'un jumeau numérique de l'océan. Le jumeau numérique de l'océan, c'est en fait un ou plusieurs modèles de fonctionnement de l'océan. Donc, c'est un modèle mathématique qui va intégrer un maximum de connaissances possibles avec un maximum de variables d'entrée et en modifiant ces variables, on va être capable de prévoir l'évolution de l'océan à long terme. Ça peut nous permettre de simuler des situations liées en particulier au changement climatique. Donc, c'est exactement ce que fait le GIEC actuellement sur, on va augmenter la température de l'océan de 1,5 degré. Quels vont être les impacts sur la géochimie? Quels vont être les impacts sur l'acidification des océans? Si ce jumeau numérique il est suffisamment pointu, précis, on pourra lui dire, si jamais on exploite, on va avoir l'émission d'un panache de sédiments, quelle va être l'étendue de ce panache, quel va être l'impact géochimique sur la colonne d'eau, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil de prévision. Mais actuellement, on manque encore beaucoup d'informations et de données, justement, pour aller jusqu'au modèle. On est dans l'exploration, on est dans la compréhension du fonctionnement. Et à partir du moment où on aura vraiment compris comment fonctionnent ces écosystèmes, on pourra commencer à évaluer des impacts de cette exploitation et évaluer justement le risque pour le fonctionnement global des océans. Pour l'instant donc, la priorité est à l'exploration avant toute exploitation. Et cette exploration est soutenue depuis de nombreuses années déjà par l'Europe via des fonds européens alloués à la recherche. L'impulsion européenne a été vraiment liée à la création de ces financements de projets de recherche européens. Et ces programmes de recherche vont être focalisés sur l'exploration, puisque cette exploration est coûteuse et nécessite justement des partenariats européens. Il y a un focus environnemental, tout ce qui est processus de restauration des habitats, mais aussi un focus sur des questions économiques et financières, justement sur comment travailler avec les industriels sur des projets d'exploration pouvant aller jusqu'à de l'exploitation. Le corollaire, c'est comment développer des nouvelles méthodologies de surveillance environnementale, comprendre la restauration naturelle ou assistée de ces écosystèmes, etc., etc. En complément de ces projets de recherche, l'Union européenne a pris de nouveaux engagements lors du One Ocean Summit de Brest concernant la préservation des fonds marins. Les grands fonds étaient présents dans le cadre de ces négociations avec 2 voire 3 points qu'on peut souligner. Le premier, c'est un effort de protection de la haute mer. Et pour protéger, il faut connaître. Donc, ça veut dire aussi augmenter cet effort d'exploration de la haute mer, mais ça va aussi dans le sens de la gouvernance de cette haute mer avec les négociations sur l'utilisation des ressources biologiques pour le bien public. Le deuxième point était lié plutôt à la cartographie des océans et notamment de l'océan profond. Il y a, on va dire, une dizaine de pourcents de l'océan profond qui est cartographié et on s'aperçoit que plus on descend en profondeur, moins la donnée est présente. Donc, on va avoir des cartes qui sont beaucoup plus précises à des faibles profondeurs et beaucoup moins précises quand on va dépasser 5 ou 6 mm de profondeur.
Et finalement, le troisième engagement qu'on peut ramener aux environnements profonds, qui a été discuté à Brest, c'est l'augmentation des aires marines protégées. Donc, ça peut également concerner le profond. Donc, c'est commencer à développer des aires marines dans lesquelles on va réglementer très, très fortement les usages. Et tous les usages, ça peut être la pêche, ça peut être le tourisme et ça peut être aussi l'exploitation. Et ce sont des aires marines qui peuvent également servir de zones de recherche privilégiées. Ça va être aussi des zones qui vont permettre le bon rétablissement d'écosystèmes et on s'aperçoit qu'une aire marine protégée bien gérée peut répondre très très efficacement à des problématiques de stock de poissons par exemple ou de restauration d'écosystèmes abîmés. Si l'Europe a décidé de se saisir du sujet des océans profonds et de veiller à leur préservation, c'est bien parce que leur exploitation pourrait débuter dans les prochaines décennies, même si pour l'instant on manque encore de données scientifiques. Actuellement, on arrive à un consensus scientifique qui précise qu'on n'a actuellement pas suffisamment d'informations sur le fonctionnement de ces écosystèmes marins profonds pour évaluer de manière scientifique, réaliste, des impacts potentiels. Donc à court terme, on a ce consensus scientifique sur l'impact. On manque également d'informations précises sur ces ressources qui ne sont finalement pas encore complètement identifiées. Est-ce qu'il est intéressant économiquement, financièrement, d'aller les exploiter? Ces ressources sont-elles vraiment avérées ou sont-elles insuffisantes pour être exploitées? On a encore aussi des interrogations sur le coût simplement de la surveillance environnementale. Il sera beaucoup plus cher d'aller surveiller une zone d'exploitation à 5000 mètres de profondeur plutôt que dans un domaine côtier ou dans un domaine terrestre. Donc actuellement et sur du court terme, on a encore beaucoup d'interrogations. Par contre, technologiquement, on s'aperçoit que les industriels développent de l'instrumentation spécifique pour aller faire cette exploitation. Et c'est là tout le paradoxe de l'exploitation des fonds profonds. Les ressources que les industriels aimeraient aller y puiser sont nécessaires pour faire face au changement climatique, notamment pour produire des panneaux solaires ou pour alimenter les transports en hydrogène, mais cela risque d'endommager les écosystèmes des océans. Tout est donc une question de balance des bénéfices et des risques, et surtout, tout est une question d'échelle. À la seule échelle des océans, l'exploitation des fonds profonds pourrait être délétère, mais qu'en est-il à l'échelle planétaire, puisqu'il est aujourd'hui urgent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup à Pierre-Marie Saradin de l'Ifremer pour sa disponibilité et pour avoir dressé pour nous ce petit aperçu des fonds marins et des problématiques qui y sont liées. Dans notre prochain épisode de l'Europe, la transition et moi, nous retournons sur la terre ferme pour discuter d'économie circulaire. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour parler collecte, recyclage et empreinte carbone.